Les présocratiques, c'est le nom collectif qu'on donne à tous les philosophes ou tout ce qui ressemble de près ou de loin à un philosophe qui, comme leur nom l'indique, sont venus avant Socrate. Et pourquoi est-ce que c'est spécifiquement Socrate? Pourquoi est-ce que ça serait lui, présumément, le avant et le après de la philosophie? Pourquoi est-ce que c'est intéressant, les présocratiques? Pourquoi lire donc les présocratiques? Ben, c'est un peu ce que je vais expliquer ici aujourd'hui. Puis pourquoi aussi est-ce que c'est intéressant, même si vous n'avez pas de formation philosophique? Mon nom, c'est Christian Maltais. Fondamentalement, je suis un musicien, je fais des vidéos YouTube sur les films de science-fiction, poète, écrivain, si vous voulez. Je fais un peu tous ces genres de choses-là. Mais quand même, je me considère comme philosophe, puis je vais vous expliquer aussi, entre autres, qu'est-ce que je veux dire par là, parce qu'explorer les présocratiques, en vérité, c'est en bonne partie comprendre qu'est-ce que ça veut dire la philosophie, quand on parle d'être philosophe, qu'est-ce que ça veut dire exactement, puis pourquoi est-ce que c'est ambigu en même temps? C'est une question philosophique en vérité. Fait que voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Les présocratiques, en gros, je vais les diviser en deux groupes. C'est pas des catégories officielles, ce que je vais vous dire là. C'est des catégories que moi j'utilise pour vous expliquer rapidement ici. Qu'est-ce que c'est ces catégories-là? C'est d'une part un groupe que je vais appeler les mystiques. Okay. Puis en partant, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, c'est que c'est presque choquant à notre époque d'inclure, si on veut, quelque chose qui a rapport avec le mysticisme dans la philosophie, mais pourtant, il y a une certaine forme de mysticisme qui est tout à fait à sa place dans l'histoire de la philosophie. Puis en vérité, à beaucoup de points de vue, c'est avec le mysticisme que commence l'histoire de la philosophie, le trajet historique de la philosophie. Donc, pourquoi les mystiques en partant? Puis qui est-ce que j'inclus dans ce groupe-là? Bien, fondamentalement, c'est des gens comme, par exemple, Héraclite d'Éphèse, qui est très connu pour le fameux « tout s'écoule », Pantaré. Puis il y a des formules assez lapidaires. On n'a pas son livre. On ne sait même pas s'il a écrit un livre au complet. Tout ce qu'on a d'Héraclite, c'est des fragments d'une ou deux phrases, des trucs comme ça. Personne ne se baigne dans le même fleuve deux fois. Là. Ce genre d'observation. Mais il y a aussi des observations sur comment le conflit est important, la base de l'existence, c'est la guerre, des genres de trucs comme ça. Mais évidemment, il ne veut pas dire ça au premier degré. Là. Il parle de quelque chose là-dedans. Bon, pendant longtemps, des gens comme Héraclite, puis Empédocle, Parménide, etc., tous des auteurs dont on n'a que des fragments en bonne partie, ben, ils ont été rangés dans une catégorie de penseurs plutôt méprisables, en vérité. Là. L'idée étant que c'est avant l'époque scientifique, ce qui est vrai. C'est l'idée étant que ces gens-là, c'était peut-être des genres de poètes, là, mais il était dans les nuées, il était dans le nuage. Il ne savait pas de quoi il parlait. Je veux dire, il n'avait pas encore compris la beauté et la rigueur scientifique, n'est-ce pas? Ce genre d'idées-là. Mais éventuellement, ils ont été redécouverts par des gens comme Heidegger, par exemple, etc. Puis là où ils étaient très dénigrés, les présocratiques, pendant un bon moment, ils sont devenus soudainement très à la mode. Et ce qui est important ici, c'est que cette catégorie-là de présocratiques, de philosophes, donc, c'est l'émanation d'une culture, la culture grecque, qui est une culture de mystère, qui a ce qu'on appelle des mystères, comme les écoles de mystère, comme les mystères d'Éleusis, par exemple. C'est des religions à mystère. On appelle ça des religions à mystère parce que ce sont des religions initiatiques. La seule manière de découvrir le mystère, c'est de recevoir les initiations. Puis dans le cas, par exemple, des rites d'Éleusis, des mystères d'Éleusis, ben, on ne sait toujours pas c'était quoi. À ce jour, aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'étaient les enseignements des mystères d'Éleusis. Ce qu'on sait, c'est que apparemment, les gens qui traversaient, là, qui sortaient du cursus, si on veut, des mystères d'Éleusis, n'avaient plus peur de mourir. Ils n'avaient plus peur de la mort. Donc, pourquoi? Ben, c'est une vaste question. Je mentionne les mystères d'Éleusis, puis je mets des gens comme Héraclite
par exemple, dans ce groupe-là, parce que Peter Kingsley, une sorte de philologue essentiellement contemporain, qui est un contemporain, il est encore en vie, il écrit des bouquins présentement, c'est un gars très sérieux à la base. Peter Kingsley a eu l'intuition que des auteurs comme Parménide, Héraclite, etc., étaient précisément pas en train d'essayer de nous décrire au premier degré une pseudo-science matérialiste, mais étaient en vérité en train de nous livrer des instructions de méditation, de choses comme ça. L'idée étant que Peter Kingsley a formulé l'hypothèse que les écrits des présocratiques, dans un certain nombre de cas au moins, avaient une fonction du style mystère d'Éleusis, que c'était des sortes d'instructions pour atteindre un état de conscience non rationnel, de style mystique, qui révélerait des réalités fondamentales sur l'existence de style gnostique, ce genre de choses-là. Et M. Kingsley l'a essayé et ça a marché. Ça a marché. Il y a eu des expériences mystico-mystiques extrêmement intenses. Et c'est le genre de choses que... Bon, c'est facile de dire que le mysticisme, ça n'existe pas et que c'est purement la berlue. C'est facile de dire ça jusqu'au moment où c'est toi qui en as. C'est facile de dire « Ah, c'est de la psychose, c'est bon. » Ouais, mais as-tu, j'oserais dire scientifiquement, fait l'expérience de ce que c'est réellement? M. Kingsley l'a fait, cette expérience-là. Il en parle en long, en large et en travers. Il a fait le rapprochement avec Carl Jung, etc. La version courte étant ici qu'on a toute une catégorie de penseurs grecs, pré-socratiques, donc avant Socrate, au début de la philosophie, qui ont une vocation et un message, qui n'appartient pas au mental, et à la compréhension mentale du monde, mais à une compréhension, c'est ça, de style mystique, gnostique, etc., initiatique, l'éveil, etc., Quelque chose de cette nature-là. Il y a une catégorie de penseurs, philosophes, donc, pré-socratiques, qui est dans ce bain-là, qui est dans cette catégorie-là. Nous, on pense philosophie, c'est mental. Ce n'est pas mental. C'est non rationnel. Voilà. L'autre catégorie, dans les présocratiques qu'on a, ce sont des gens qui, eux, sont rationnels. Ce sont des gens qui ont des réponses à offrir. Donc, par exemple, là-dedans, on a toute une catégorie. Ici, je me réfère à cette édition chez GF. Là, il y a plein d'éditions des auteurs présocratiques qui ont toutes leurs forces, leurs avantages. C'est ça, l'auteur, l'éditeur a regroupé un certain nombre d'écoles, l'école de Milet, etc., etc. Lui est plutôt de l'opinion qu'on est face à des gens qui essayent qui sont en train de mettre sur pied la science, sont en train d'inventer la science, que nous, on imagine comme étant la science, la raison, etc., etc. Donc, on est en train de découvrir comment comprendre la science au niveau matériel. Puis, on a des gens là-dedans, c'est ça, qui vont, comme Démocrite, par exemple, la personne qui imagine le concept d'atome à l'origine. Cette école-là de penseurs, ils n'ont pas des préoccupations mystiques. Ils ont des préoccupations physiques. Ils cherchent à comprendre pourquoi le monde fonctionne comme il fonctionne, mais au côté presque mécanique essentiellement. Ils peuvent avoir aussi des prises de position morales, éthiques, etc. Mais l'idée ici, c'est que c'est en quelque sorte doctrinaire. Ça cherche à mettre en place une doctrine. Quelque chose que moi, je peux lire, puis je peux utiliser, puis dire, voilà la réponse que je cherchais. C'est très rassurant quand on voit ça. Voilà, j'avais un paquet de questions. Voilà la réponse à toutes mes questions. J'ai plus besoin d'être angoissé la nuit. Voilà, j'ai ma réponse. Puis, fait qu'on a beaucoup on va dire, de philosophes dans cette catégorie-là, chez les présocratiques certainement, qui nous viennent avec leur solution. L'aboutissement, en quelque part, de ce courant philosophique-là, si on veut, des penseurs qui présentent des solutions, puis évidemment, c'est plus nuancé, c'est plus subtil que ça, mais c'est quand même des gens qui sont en train de regarder le monde, puis dire, ouais, ils réfléchissent, puis ils font des observations, puis ils tirent des conclusions qu'ils espèrent être solides et définitives sur la nature de l'existence. Puis la conclusion de ce mouvement-là,
si on veut, c'est les sophistes, les fameux sophistes. Et les sophistes, leur nom est passé à l'histoire parce que ça veut dire à notre époque un sophisme, un raisonnement douteux et intellectuellement malhonnête. Alors, on fait vraiment la version extrêmement courte, mais l'aboutissement du courant pré-socratique, c'est le moment où la philosophie chez les Grecs à Athènes devient, comme on dit, une grosse business, ça devient hyper payant, et il y a une catégorie de gens, donc les sophistes, qui se font payer extrêmement cher pour instruire leurs clients dans les subtilités du raisonnement. Puis ultimement, c'est l'art d'avoir raison, l'art de gagner. Puis les sophistes sont célèbres pour leur argument, leur prise de position fondamentale. En gros, encore une fois, on résume grossièrement, mais c'est l'idée générale. Les sophistes, leur point de vue, c'est qu'il n'y en a pas de vérité. En fait, et ce qui est important, c'est gagner la discussion. En gros, c'est à peu près ça. Il y a des écoles parmi les sophistes. Là, si vous lisez plus tard, puis on va y revenir dans un instant, mais si vous lisez les fameux dialogues de Platon, beaucoup des interlocuteurs de Socrate, là, qui est mis en scène dans les dialogues de Platon, ce sont des sophistes. Okay? Puis il y en a des intelligents, il y en a qui sont de bonne foi, il y en a qui sont plutôt malhonnêtes, il y en a qui sont des fraudeurs, etc. Puis ils ont toute leur personnalité. Bon, fait, voilà. Mais fondamentalement, ce qui les réunit, ce qui font qu'ils sont un groupe, si on veut, ce sont des gens qui priorisent gagner un débat, okay, par tous les procédés possibles. Okay. Ce qui est important, c'est qu'à la fin de la conversation, même si c'est par des tonnes de poudre aux yeux, les gens disent « Ah oui, clairement, c'est Gorgias qui avait raison. » Vous voyez? Puis ça, c'est ce qu'ils enseignent à leurs disciples. Puis ils appellent ça, si on veut, la sagesse ou la philosophie. Résumé grossier, mais c'est l'idée générale. Pourquoi est-ce qu'on parle des pré-socratiques? Pourquoi est-ce que Socrate est le grand nom de la philosophie? Quand on sait, d'une part, qu'il n'y a jamais rien écrit, en tout cas, s'il y a écrit quelque chose, ça ne nous est pas parvenu. Ce qu'on sait, en gros, de la doctrine de Socrate, c'est principalement à travers les écrits de Platon, puis on sait par les écrits à côté, là, que lui-même a déjà dit qu'il était moins intelligent que ça. Pourquoi est-ce que Socrate a autant marqué son époque? Puis, quand on sait qu'aussi, à beaucoup de points de vue, on ne considérerait peut-être pas aujourd'hui que Socrate, à strictement parler, est un philosophe. Okay? Socrate est significatif dans l'histoire de la philosophie à cause de la rupture qu'il représente. Puis c'est une rupture tellement radicale qu'elle donne naissance à ce que nous, on appelle la philosophie, puis j'y reviens dans un instant, puis on va conclure là-dessus. C'est quoi cette rupture radicale-là? C'est quoi ce moment historique là, dont Socrate est la charnière, si on veut? L'histoire d'origine, si on veut, de Socrate, c'est que quelqu'un va voir le fameux oracle de Delphes et demande à l'oracle de Delphes qui est la personne la plus sage à Athènes. Et l'oracle répond, le plus sage d'entre tous, c'est Socrate. La nouvelle vient aux oreilles de Socrate. Il entend ça, puis il dit « Ouais, mais je sais rien, moi. Je comprends rien. Je ne sais pas pourquoi l'oracle, donc Apollon en vérité, je ne sais pas pourquoi l'oracle de Delphes a dit ça, parce que je suis complètement ignorant sur essentiellement tout, dit Socrate. » Alors, qu'est-ce qui fait Socrate? Puis c'est ce que Platon met en scène dans ses dialogues, il va voir Gorgias, il va voir Protagoras, ou peu importe, Lysias, bon, il va voir les différents sages d'Athènes, okay? Puis il leur dit, écoute, l'oracle de Delphes dit que je suis le plus sage d'Athènes, mais je ne sais rien sur rien. Donc, toi qui es un grand flûtiste ou un grand sculpteur ou un grand sophiste ou un grand ci ou un grand politicien, peu importe, toi qui es très riche, toi, etc., il n'y a aucun doute que tu es plus intelligent que moi. Toi, instruis-moi. Puis là, Socrate se met à poser des questions. Okay? Puis à la fin de chacun de ces dialogues-là, si on veut, de ces conversations-là, puis encore une fois, on y reviendra dans d'autres vidéos, là, quand on parlera plus spécifiquement de Socrate et Platon,
Mais la conclusion à chaque fois, c'est que c'est ça, Socrate se dit, non, mais il ne sait pas de quoi il parle. Okay? Puis comment est-ce que Socrate démontre ça? Il démontre ça essentiellement en dévoilant au fil de la conversation avec son interlocuteur qui a toutes ces réponses-là à lui offrir, que ces réponses ne tiennent pas debout. Que ces réponses sont un tissu, on va dire, de lieux communs ou de suppositions ou de logiques boiteuses. Des tours de passe-passe ou de la fausse logique ou des croyances ou bon, etc. Qu'est-ce que c'est, du coup, la philosophie? Puis pourquoi le avant puis le après Socrate? Bon, parce que Socrate, c'est le moment où est-ce que, en quelque part, l'humanité, si on veut en Occident, si on veut, c'est, on va dire problématique de ne pas dire une expression comme ça ici, mais fondamentalement, quand on parle de philosophie, on parle plutôt d'une certaine approche culturelle et philosophique, dans un certain sens, en Occident. Okay? Donc, en gros, c'est ça dont on parle. Puis, pourquoi donc Socrate est, si on veut, le père de la philosophie? Ben déjà, c'est le père, mais c'est pas la philosophie elle-même. Okay? C'est comme le prophète de la philosophie à venir, en quelque part. Les deux figures majeures de la philosophie, après Socrate, ce sont Platon et Aristote. Pour faire une version courte, Socrate, c'est le moment où est-ce que quelqu'un arrive sur la place publique, okay? Puis c'est un peu un phénomène du style l'empereur est nu. Là. C'est un peu le moment où est-ce qu'il dit, pas aux mystiques, mais il dit à tous les gens qui sont convaincus qu'ils ont des réponses, là, des réponses concrètes à offrir aux gens, ou qu'ils ont une autorité intellectuelle, morale, etc. C'est le moment où est-ce que quelqu'un arrive, Socrate ici, arrive, puis il dit, non, mais es-tu certain de ce que tu es en train de dire? Puis les gens doivent bien reconnaître que non, ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir de quoi on parle? Bien, ça, c'est une question philosophique, voyez-vous, c'est ça. Puis cette question-là, en quelque part, Aristote la met en place. Nous, quand on pense à la philosophie à notre époque, le nom plus populaire, si on veut, c'est plutôt Platon. Entre Platon et Aristote, si je vous demande de nommer un philosophe grec, il y a des chances que ça soit Platon en premier ou Socrate. Puis si c'est Socrate, bien, vous parlez de Platon, parce que c'est ce qu'on sait de Socrate, ça vient principalement de Platon. Mais le vrai philosophe, là je finis là-dessus, en quelque part, l'inventeur de ce qu'on croit, ce qu'on considère réellement, en général, comme étant la philosophie, d'un certain point de vue, c'est Aristote. Puis Aristote, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de mettre en place une méthode de travail. En gros, la logique, l'organon. Okay? Puis il va utiliser plus ou moins, OK, là, encore une fois, il y a des nuances, des subtilités, etc. Puis moi-même, je suis encore en train de lire Aristote. Je suis dans le processus de lire Aristote au complet. Ça, je n'ai pas le dernier mot sur tout ça. Personne n'a le dernier mot, puis c'est un peu précisément ça l'idée, puis c'est précisément, ça fait partie de l'approche en quelque part. Donc, Aristote commence à mettre en place, OK, une manière rigoureuse d'utiliser le mental, okay, certaines parties de notre appareil mental pour poser les questions, pour comprendre la meilleure manière de poser les questions sur l'éthique, sur la physique, sur la, en guillemets, métaphysique, la politique, etc., etc. Comment est-ce que je fais pour être certain que ce que je fais est moralement une bonne chose ou pas? Comment est-ce que je fais pour être certain que l'argument que je suis en train de vous présenter est valide ou pas valide, et en quelque part vrai ou pas vrai? Okay? Puis est-ce qu'il y a une distinction entre valide et vrai, etc.? Ce genre de questions-là. Ce qui est vraiment, vraiment l'acte de naissance de la discipline historique, ce qui va lancer le navire là, de la philosophie, c'est ultimement Aristote. Là, parce que c'est lui qui invente ce qu'on va appeler, en quelque part, la raison, le processus de travail, okay, la relation avec le fait de réfléchir à l'existence, ou aux questions de l'existence petite et grande. Okay? Ben c'est ça, Aristote dit, voici, est-il possible de réfléchir aux choses avec rigueur? Puis si oui, qu'est-ce que ça veut dire? En pratique, ça ressemble à quoi? Puis qu'est-ce qui n'est pas rigoureux, etc., etc. Fait que toutes ces choses-là, voilà ce qu'Aristote met en place. Puis il met ça en place après que Socrate ait dit, nous sommes tous dans les patates, on ne sait pas de quoi on parle.
Donc, pourquoi lire les présocratiques? Parce qu'on se rend compte déjà que, justement, il y a une distinction entre les différents groupes, entre les différents types de philosophie, entre les différentes formes de pratique de la philosophie, puis que, c'est ça, les questions d'un mystique, si on veut, Pythagore, on n'a pas ses écrits, mais Pythagore fait partie des présocratiques, bien, nous, on a en tête que c'est un mathématicien, c'est vrai, mais c'est aussi, de ce qu'on en sait, c'est aussi plutôt un mystique. Là, il est très proche du style de pensée, par exemple, comme celui des kabbalistes juifs. Là, okay? Donc, c'est plutôt ce genre de truc-là. Il y a d'énormes éléments qui sont plutôt de l'ordre de la philosophie hermétique. Puis ça, c'est un type de préoccupation qui a son propre type de méthodologie, etc., etc., etc. Il y a ce groupe-là. Mais si j'essaie de réfléchir aux questions d'ordre mystique à la manière de Pythagore, mais que je me rends pas compte que c'est ça que je suis en train de faire, puis que je pense que je suis en train d'élaborer un système intellectuellement rigoureux, etc., ben ça produit, par exemple, le genre d'erreur qu'on voit extrêmement souvent où les gens arrivent à des conclusions qu'ils pensent qu'ils sont à toute épreuve, mais qui sont plus ou moins cousus de fil blanc, finalement. Puis le principe de la philosophie, en bonne partie, d'une certaine philosophie qui est ultimement celle à laquelle j'ai tendance à souscrire, ce qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui, ce qui fait qu'on considère que l'activité philosophique est quelque chose que les êtres humains font, puis qu'on appelle ça philosophie. Okay. Ce qui rend tout ça possible, c'est les questionnements de style Aristote. Okay. La question de quelle est précisément la question que je dois me poser, puis quelle est la meilleure manière de me poser cette question-là. Okay. Puis là, je conclue en disant que c'est ça, cette approche-là de la philosophie, c'est une approche plus ou moins méthodologique, essentiellement. Voici comment développer la meilleure méthodologie, comment est-ce que ça soit la plus rigoureuse possible, etc. Encore une fois, c'est un résumé grossier, c'est plus subtil que ça. Il faut lire les ouvrages pour s'en rendre compte. Puis il faut faire l'exercice nous-mêmes pour comprendre réellement de quoi il est sujet, qu'est-ce que c'est réellement. Okay? Mais certainement dans le cas des présocratiques, mais ce qu'on réalise, c'est ça, c'est qu'il y a différentes manières d'essayer de comprendre le monde. Il y en a qui sont plutôt mystiques, etc. Mais il y a aussi dans la philosophie toute une série de questions, ce qu'on appelle, encore une fois, même aujourd'hui encore de la philosophie dans le langage courant, le fait de réfléchir, puis d'arriver à des conclusions, puis de réfléchir, puis de partir de ces conclusions-là, puis de se poser d'autres questions. Ces genres de philosophes-là, okay, qui peuvent déjà très souvent donner quelque chose comme les sophistes, ben c'est ça, ben des sophistes, on en a aujourd'hui, c'est la version courte. Puis des raisonnements foireux et boiteux, on en a à la journée longue, on baigne dedans. Puis non seulement on baigne dedans, mais nous-mêmes, on en produit continuellement. Puis, il n'y a rien de mal à ça si c'est ça qu'on choisit de faire. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas produire les résultats qu'on espère. Si ce qu'on espère, c'est arriver à des réponses rigoureuses et vraies. Okay. On ne peut pas parler à travers notre chapeau, puis arriver à des conclusions crédibles et solides, essentiellement. C'est la version courte. Mais en vous disant ça, j'aurai besoin de vous le démontrer. Ben, comment démontrer ces choses-là? Ça fait partie des tâches de la philosophie. Puis cette brèche-là, elle est ouverte par Aristote. En vérité, Socrate ouvre la brèche et Aristote passe à travers la brèche. Okay? Puis cette brèche-là, donc Socrate la crée parce qu'il constate que les gens sont en train de dire des bêtises. Okay? Ça, il est capable de voir ça. Il sait qu'il ne sait rien. Au moins, je sais que je ne sais rien, dit-il. Mais les gens sont confus, remplis d'idées qui n'ont pas d'allure, en vérité, c'est ça. Puis les gens s'ostinent, les gens se chicanent sur ces questions-là, ou peu importe, c'est ça, bombe le torse, mais c'est bouillie pour les chats, ultimement. Puis comment savoir si c'est pas peut-être la bouillie pour les chats? Bien, ça prend, c'est ça, il faut faire le travail philosophique que Aristote, par exemple, va mettre en branle. Donc voilà, c'est pourquoi lire les présocratiques, ben c'est pour voir, entre autres, que justement, en général, qu'est-ce qu'on fait quand on pense qu'on réfléchit sur les sujets politiques, sur les sujets sociaux, sur les sujets, entre guillemets, philosophiques. Qu'est-ce qu'on pense qu'on fait? On fait ce que Socrate dénonçait, en vérité. On dit des lieux communs, puis on dit des bêtises. Puis ultimement, le but de la philosophie, en bonne partie, d'apprendre la philosophie, l'objectif, c'est de cesser de dire des bêtises.
Donc, pourquoi lire les présocratiques? Ben, c'est ça, parce que déjà, ça nous permet de conclure, d'observer, comme Socrate avant nous, qu'au moins on sait qu'on ne sait